On salue notre invité, Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Le Brexit, donc, pour qui est-ce grave d'abord, les Britanniques ou les Européens? Je crois que c'est pour la cohésion européenne, c'est évidemment un très mauvais signal, puisque finalement ça permet au président américain nouvellement élu, Donald Trump, de dire qu'il y aura d'autres sorties et finalement de souhaiter presque l'implosion de l'Union européenne avec son nouvel allié russe. Je pensais qu'il le souhaite. Il l'a exprimé. D'ailleurs, sa manière de retirer ou de donner le sentiment qu'il veut mettre fin à l'OTAN, c'est une manière de donner un feu vert à la politique que l'OTAN mène aux confins de l'Est de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Donc il y a là comme une sorte de redistribution de toutes les cartes. Et le choix du Brexit est évidemment l'occasion pour nous de dire ce que nous voulons ou ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un énorme paradis fiscal aux frontières de l'Union européenne. Nous avions déjà les îles anglo-normandes qui posaient beaucoup de problèmes. Ça, c'est la menace de Londres. C'est la menace de Londres. Ils veulent faire un paradis fiscal pour capturer de la valeur. Donc il faut leur donner quand même quelque chose en échange pour non, qu'ils ne le fassent pas. Non, il faudra se préparer à organiser la protection de nos intérêts économiques et financiers contre un paradis fiscal. Je rappelle que l'Union européenne a pour objectif d'unifier les niveaux d'imposition, certainement pas d'encourager la concurrence fiscale déloyale. C'est pourquoi, par exemple, je reprends dans mon projet la proposition de Gabriel Zucman, qui est un économiste de l'équipe Piketty, que j'ai d'ailleurs croisé à Princeton il y a 2 ans, qui propose des droits de douane électroniques sur toutes les transactions en provenance des paradis fiscaux, parce que les algorithmes permettent maintenant, dans le trading financier, de disposer d'une traçabilité des transactions et donc d'organiser en quelque sorte la protection de nos intérêts. Donc des droits de douane électroniques sur le paradis fiscal qui voudra poursuivre sa politique ou s'installer à nos portes. Michel Sapin disait ce matin que toutes ces critiques de Trump, notamment, ça allait resserrer les liens des Européens. C'est votre avis, notamment avec les Allemands? La question, c'est comment on rend l'Europe populaire pour que d'autres Brexit n'arrivent pas. Ce n'est pas tellement le fait qu'on utilise les attaques extérieures pour ne rien changer dans l'Union européenne. Donc ma stratégie et ma position, s'il m'est donné d'être le président des Français, est de dire les attaques viennent de l'extérieur, nous avons l'obligation de nous réformer, de nous transformer, si nous voulons avoir une chance de sauver l'Europe. 12h43, on passe à la politique française, avec 2 déclarations prises ce matin au hasard dans les dépêches d'agence. Au hasard, pas tout à fait. Jean-Pierre Raffarin, soutien de François Fillon pour la présidentielle, souligne des points de convergence avec Emmanuel Macron. Et puis l'un des candidats aussi à la primaire à gauche, Jean-Luc Benamias, déclare qu'il pourrait, dans l'absolu, voter pour Emmanuel Macron. Au Parti socialiste, le nombre de personnes qui seraient tentées par un ralliement avant même d'attendre le résultat de cette primaire serait en augmentation forte. Frédéric Seyss, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène Macron ? Eh bien, c'est une coalition hétéroclite de ralliements qui rassemble des convaincus, des déçus et des revenants, des anciens ministres de droite par exemple, comme Renaud Dutreil, quelques centristes, mais c'est surtout à gauche qu'Emmanuel Macron draine des soutiens. Alors pour l'instant, personne au gouvernement n'a franchi le pas, même si Jean-Marc Ayrault, Ségolène Royal et dans une moindre mesure Stéphane Le Foll laissent deviner leur intérêt. Mais plus on descend les strates du Parti socialiste, plus les conversions sont nombreuses. On compte une dizaine de députés PS et radicaux qui ont annoncé d'ores et déjà leur ralliement, dont Christophe Castaner, ancien tête de liste PS au régional de 2015, ou Arnaud Leroy, député des Français de l'étranger, qui vous a soutenu pendant un temps, Arnaud Montebourg, il y a quelques années. Et puis moins médiatique, il y a ensuite des cadres intermédiaires ou locaux qui franchissent le pas. C'est encore le cas ce matin d'un vice-président du conseil départemental du Nord, du maire du Mans, du maire de Rodez, du maire de Nevers également. Le point commun de la plupart de ces soutiens intermédiaires, c'est d'être en bisbille locale avec le Parti socialiste. Tous critiquent sa déliquescence et comme à la bourse, ils achètent l'action qui est en hausse, l'action Macron. En Marche devient en quelque sorte un réceptacle à la déception idéologique et parfois au dépit personnel. Alors ces ralliements ne sont pas de franche rupture pour 2 raisons. D'abord parce que le mouvement En Marche tolère la double casquette et donc en théorie rien ne s'oppose à ce que ces élus soient candidats avec le logo des 2 partis sur leur affiche. Ensuite parce que le Parti socialiste a pris le parti d'être plutôt coulant jusqu'ici en accordant l'investiture aux législatives, y compris à des candidats PS
pro-Macron, une clémence qui va durer, dixit un cadre de Solverino ce matin, jusqu'à la fin de la primaire. Ensuite, il faudra, prévient-il, se décider. La dynamique est donc bien là, elle est incontestable, elle se couple avec le grand nombre de sympathisants qui garnissent les meetings. On peut en revanche se demander ce qu'ils viennent vraiment chercher dans un mouvement au contour programmatique encore flou. On peut aussi se demander dans quelle mesure ces ralliements aident le candidat Macron, lui qui s'est présenté en homme affranchi des appareils et qui recueille maintenant les soutiens d'élus façon politique à l'ancienne. Frédéric Seyss, merci beaucoup. Arnaud Montebourg, est-ce que vous avez constaté, vous, ce phénomène aussi au sein de votre propre parti, des gens qui sont tentés d'arbitrer en faveur de Macron ? Il y a une sorte de curiosité du phénomène Macron, puisque voilà un homme qui fait l'éloge au Puy du Fou de Philippe de Villiers, qui reçoit les amitiés publiques de Jean-Pierre Raffarin, qui va à Chanona, dans le Puy-de-Dôme, rappeler l'œuvre du président Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous le classez à droite, c'est ça que vous voulez dire ? Non, il va ensuite à Nevers mettre en valeur son amour immodéré du président François Mitterrand. Il a oublié juste que ce sont des gens qui se sont affrontés. Donc il va bien falloir que dans son programme, dont il ne dit rien, il explique ce qu'il veut faire du pays. Moi, je n'ai pas compris quelle était la nature de sa révolution. Est-ce qu'elle est donc conservatrice avec Jean-Pierre Raffarin, Valéry Giscard d'Estaing, Philippe de Villiers, ou est-ce qu'elle est progressiste avec ces élus socialistes qui, pour l'instant, vont chercher des investitures ou se recycler dans des phénomènes, peut-être, ils devraient faire attention, pour moi, éphémères. Alors s'il s'agit quand même de maintenir la présence d'un État fort et d'une puissance publique dans le paysage politique français, tout en tenant compte des évolutions, etc., de la révolution que nous connaissons aujourd'hui sur le plan technologique à laquelle on va s'adapter, est-ce que s'il s'agit de faire cette conciliation, vous êtes en phase avec lui ? Écoutez, je ne sais pas si c'est ce qu'il et comment il fait cette conciliation. Moi, je considère que l'État, et c'est la cause, à mon avis, de l'échec du quinquennat, a été très faible avec les puissants et très dur avec les faibles. C'est ce que j'appelle le laisser-faire. Et le laisser-faire, Emmanuel Macron l'incarne parfaitement. On laisse faire Uber, on laisse faire Technip qui déménage, on laisse, finalement, on ne s'occupe pas des plans sociaux parce que c'est sale et que ça n'intéresse pas les gens. Bref, on abandonne une partie des Français qui, finalement, passent par wagons entiers au Front National. Donc, pour moi, la question, des questions très dures qui intéressent la vie quotidienne de nos compatriotes et qui sont, finalement, les questions de la société française dans tout son ensemble, c'est-à-dire, est-ce que l'État est encore fédérateur ? Est-ce qu'il permet de construire un commun ? Est-ce que nous le défendons ? Et est-ce que la politique sert à quelque chose autre chose que d'être soumise aux féodalités économiques du monde. Moi, ma position est de dire qu'il faut s'attaquer au mur des puissants. Ce soit les banques qui prétendent gouverner le pays, les médias qui sont concentrés, qui prétendent formater la pensée du pays, que ce soit les paradis fiscaux qui nous pompent notre valeur et notre richesse au détriment du pays et des contribuables du pays, ou encore ces sociétés numériques mondiales, toutes californiennes, qui ont fait de nous une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Donc nous avons à bâtir cette renaissance politique. Alors ce n'est pas en étant gentil avec tout le monde qu'on y arrivera. Question de Ludovic Piétenu. Arnaud Montebourg, vous parlez dans tous vos meetings du changement par le bas. Theresa May, la première ministre britannique, dirait le bottom-up au travers de 2-3 exemples. C'est quoi ce changement par le bas pour le domaine de la culture ? C'est le fait que nous puissions reprendre en main nos choix collectifs. Ça, c'est le changement qui doit s'assumer par le haut. C'est ce que je viens de décrire. Il ne s'agit pas de se laisser fracasser sur le mur des puissances et des puissants. Ça marche dans les deux sens. Oui, c'est celui-là qui a échoué, ce changement par le haut. Mais le changement par le bas, c'est le fait finalement que chacun peut reprendre les moyens de sa propre existence. Vous dites réinventer la maîtrise de son destin ? Oui, c'est-à-dire finalement choisir sa vie. Par exemple, lorsque on tombe au chômage. Aujourd'hui, c'est une trappe à pauvreté, le chômage, tout le monde est très angoissé par cette perspective. Et ça touche toutes les couches de la société. Moi, ma position est de dire, nous allons construire un contrat de formation rémunéré, parce que la société doit, quand je dis construire, c'est-à-dire
utiliser l'argent de la formation professionnelle et mettre en œuvre la sécurité sociale professionnelle. Nous avons l'argent pour le faire. J'ai budgétisé moi-même, dans mon cadrage macroéconomique, les montants pour le faire. Toute personne qui tombe au chômage doit se voir proposer la possibilité de refaire sa vie professionnelle. Refaire sa vie, c'est la choisir. C'est un exemple. Je défends par exemple aussi le télétravail. Mais dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la culture. Comment ça marche? C'est quoi le changement par Le domaine de la culture, c'est le fait, par exemple, que nous luttions contre les déserts culturels. C'est un point très important. J'ai fait la proposition d'une agence nationale de l'éducation artistique et culturelle qui permette d'unir les deux ministères, puisque nous avons des artistes qui parfois sur les territoires n'arrivent pas à vivre, malgré le régime des intermittents, dont il faut saluer qu'il est maintenu et qu'il faudra préserver. Et de l'autre, nous avons des activités périscolaires, des problèmes de rythme scolaire, une éducation nationale en difficulté. Est-ce que nous ne pourrions pas nous unir pour faire en sorte que l'accès à la culture soit une sorte de bien commun dans lequel chacun puisse choisir finalement ultérieurement ses préférences, et ça, c'est ses orientations? Ça, c'est du budget de l'État. Je vois pas où est le bottom-up là. C'est le fait. Non, mais c'est le fait que ce sont les acteurs des territoires qui vont s'en emparer. J'ai fait le choix. C'est un peu d'ailleurs l'inspiration du président Roosevelt dans la Grande Dépression, qui avait non seulement relancé l'économie et sorti son pays de la crise en 1932-33, mais il avait imaginé un programme qui s'appelait Federal One, qui était finalement de considérer dans la Grande Dépression que pour lutter contre ce désespoir collectif, il fallait investir dans la culture. Et donc, il avait un programme où il s'est mis à subventionner des théâtres. Vous imaginez, aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, John Huston, Arthur Miller ont percé grâce à Federal One dans les années 30. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite réinvestir dans la culture, y mettre 1,5 milliard par an dans la création, et la création sur les territoires. C'est ça, dans parce votre que c'est la 25 question... milliards de dépenses nouvelles, vous mettez 2,5 milliards de plus sur le mandat. Non, c'est 25 milliards par an, c'est 1,5 milliard dans la culture. 500 millions d'euros par an. Alors, de plus. L'argent, c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est dans quel état d'esprit nous le faisons? Il s'agit en vérité de faire que les territoires, les gens, les collectivités locales qui ont coupé les dépenses culturelles à la suite de l'État dans la période d'austérité que nous avons connue, de baisse des dépenses budgétaires, il s'agit de reconquérir des nouvelles frontières et de le laisser aux citoyens le faire eux-mêmes, aux professeurs, aux artistes, dans les établissements, avec l'aide des communes, des régions, des départements. Et pour l'audiovisuel public ? Ma position est de dire que le problème central aujourd'hui est d'abord la concentration des médias. C'est un énorme problème sur lequel les médias privés, sur lequel il faut agir d'urgence. On ne peut pas avoir 5 personnes qui tiennent tous les médias sous prétexte qu'ils sont tous en faillite. Ils les rachètent comme des danseuses et décident de les utiliser pour, pour construire une sorte d'influence sur les politiques publiques. On a vu que dans le quinquennat, ça n'avait pas été fait. On a vu que, par exemple, il avait été question d'une loi qui interdisait... C'est précisément pour ça que je vous propose de le faire. C'est précisément les entreprises d'armement de détenir des médias, par exemple. À un moment, il y avait ces collusions qui voulaient être évitées. Je suis bien placé pour savoir que les renoncements se sont succédés les uns aux autres. Si je suis candidat, d'ailleurs, et si le président de la République a renoncé, c'est précisément parce qu'il y a beaucoup de choses devant lesquelles on a baissé les bras. Et ce n'est pas ni ma vision, ni ma manière d'appréhender la transformation de la société que je porte une dans loi sur cette le privé campagne. Et sur le public. Le public, il va falloir, si je peux me le permettre, améliorer la diversité et bâtir l'alternative. La France est un pays en quelque sorte qui est surinformé grâce à la percée du numérique dans la vie quotidienne, qui a besoin de trouver du sens. J'appelle sens, signification, mais aussi direction. C'est-à-dire où nous pouvons aller. Et le rôle du service public, c'est, si vous me permettez, c'est de remonter les moyens de réfléchir et de s'arracher à sa propre condition quotidienne, voilà, comme disait Hannah Arendt, que j'aime beaucoup. C'est le programme de France Culture. Voilà, bravo Antoine. Encore une question parce que c'est l'heure. Regardez France Culture. Dernière question. Vous dites les déserts culturels, lutter contre les déserts culturels. Vous dites ils se sont accrus entre le moment où je parcourais les campagnes lors de la précédente primaire il y a 5 ans et aujourd'hui. Dans le programme de François Fillon, je lis aussi lutter contre les déserts culturels. Est-ce que c'est pas des vaines promesses, des vains mots quand on parle de culture, quand un homme politique?
Il faut pas vous énerver, D'abord, parce qu'on a plus que quelques secondes. alors, si vous considérez qu'il faut mettre la politique à la poubelle, ne m'invitez pas, parce que si les paroles peuvent ne pas suffire, il y a aussi des actes dans la vie. Déserts culturels. Est-ce qu'on n'est pas dans des paroles un monsieur, peu creuses? excusez-moi de vous répondre, ça vous dérange, mais enfin, votre question, ça veut dire, bon, tout ce que vous racontez, ça ne vaut pas un caramel. Moi, Non, dites-nous comment. Dites-nous comment. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, je l'ai fait quand j'étais au Conseil général de Saône-et-Loire, parce que je suis issu d'une province qui s'appelle la Bourgogne. Et tant que je ne suis pas allé à la capitale, comme on dit, quand j'ai fini mes études, j'étais étudiant en droit, et que j'ai pu découvrir ce qu'a été Beaubourg qui venait d'être créé. Beaubourg est né en 77. Je suis allé en 80. Je suis arrivé à Paris en 83. Je sortais de la faculté de Dijon. Je peux vous dire que ça a été un éblouissement. C'est là que j'ai fait mes apprentissages. La culture ouverte pour tous. Et je peux vous dire qu'à l'époque, mon père, avec sa 304, on allait à Paris rien qu'à Beaubourg, quand j'étais encore un jeune adolescent. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le désert culturel, j'en viens. Et je sais ce que c'est. On n'a que la télévision et les livres. Alors maintenant, c'est Internet. Donc comment on lutte contre les déserts culturels? Eh bien, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce que nous avons fait en Saône-et-Loire, on avait fait une saison culturelle. Nous avons des scènes nationales. Il s'agit d'aller vers la population. Les festivals qui se sont arrêtés doivent... Et nous en avons un à Chalon-sur-Saône qui est important, qui s'appelle les Chalons dans la rue. C'est les arts de la rue. Ouais. Ça a beaucoup d'importance, à la fois dans l'imaginaire des gens qui habitent, mais aussi dans l'économie locale. Je rappelle que plus de 3% de notre PIB est lié à l'économie de la culture. Nous avons un peuple de la culture qui y travaille, qui réfléchit, qui produit, qui crée. Et les émergences artistiques partout en France justifie qu'on reconstruise ce dialogue entre le territoire et l'État. L'État doit être dans sa tradition politique mécène, et c'est l'esprit de Federal One, de ce qu'avait fait Roosevelt. Et vous dites aussi un dialogue avec la société civile, les acteurs locaux. Merci Arnaud Montebourg. Je crois qu'on vous avait bien défendu le dossier de la culture. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce studio dans le Journal de France Culture.